à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison de deux récits qui n'ont en commun que le fait que ce sont des post-apo et qui sont très courts et on n'en a pas énormément à dire sur chacun, donc on les fait ensemble parce qu'on les a lus à la suite en plus. Et du coup ça a fait résonner des petites... On a fait des petits liens entre les récits quand on lisait le deuxième, même s'il n'y en a pas énormément à faire. Donc il s'agit de La migration annuelle des nuages, le tome 1 de Primi Mohamed, publié chez La Talente, et l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart, publié chez Nemos. Voilà. Le premier, du coup, c'est une trilogie. Je pensais que c'était une duologie, c'est pour ça que je me suis lancée dedans. En fait, non, c'est une trilogie. Le deuxième tome a été traduit en français, mais pas encore le troisième, il me semble. C'est tous les deux des récits très courts, donc moins de 200 pages. Ça se lit très rapidement. Du coup, je vais essayer de faire très court pour un résumé, parce que résumer une nouvelle, c'est quand même pas évident. Dans La migration annuelle des nuages, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Red, qui est de toute évidence infestée par une espèce de champignon pensant qui est un peu le mal du siècle pour eux, et qui reçoit un matin une lettre l'informant qu'elle est reçue à l'université dont elle-même doutait de l'existence, mais dans le doute avait envoyé sa candidature pour y aller quoi. Son espoir c'était d'y être intégrée pour découvrir justement une façon de se guérir de ce champignon qu'ils appellent le CAD. Le CAD, c'est un parasite qui vraiment se fixe dans a priori le génome des gens qui le portent, qui finit par s'exprimer à un moment où on s'y attend pas, sous forme de coloration, je crois, au niveau des veines, si j'ai bien compris, qui sont du coup plus visibles, un peu comme des varices colorées en gros, c'est sympa, et qui pulsent. Au-delà de cet aspect physique, il a aussi un fort impact sur le comportement de son hôte, puisque l'objectif du CAD, dans l'absolu, c'est que son hôte survive le plus longtemps possible, donc en fait il l'empêche de s'exposer à des situations qui le mettraient en danger. Là, en l'occurrence, qui mettrait Red en danger. Et le jour où... Alors ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre, et je pense que ça manque d'informations sur ce CAD, c'est que, a priori, il peut aussi faire mourir son hôte dans des souffrances absolument atroces. Voilà. Mais ça, j'ai eu du mal à saisir dans quelle situation ça arrivait. Hein. Peut-être quand l'hôte ne supporte plus très bien son champignon. Je pense que c'est pas volontaire de la part du champignon, quoi. C'est vraiment l'hôte qui était pas assez costaud. Ok, bon voilà, et si j'ai bien compris, il y a quand même une espèce de lien, là aussi c'est un peu difficile à dire, de lien psychique avec ce parasite, presque, pourrait échanger ensemble. Enfin, bon, en tout cas, le parasite fait comprendre ce qu'il veut pour sa survie à son hôte. Voilà. Red va évoluer pendant 2-3 jours dans sa communauté et on va la suivre sur comment elle prépare en fait son départ ou alors sa réponse, parce qu'elle-même au début elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle va faire de cette lettre, et voilà ce que je peux vous en dire. C'est au travers de ce parcours de la communauté qu'on va vraiment découvrir son monde, donc petite touche par petite touche, et moi j'ai adoré le world building que j'ai trouvé exceptionnel. 3 jours peut-être à vérifier, parce que personnellement c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu, alors après c'est peut-être juste la narration qui a fait ça, qui a étiré, c'est peut-être 3 jours, je ne sais pas, mais vraiment j'avais l'impression de beaucoup plus de temps de réflexion, parce qu'à un moment donné elle parlait que en fait si elle veut arriver à temps au point de rendez-vous que lui donne la lettre, il faut pas non plus qu'elle tarde trop, et il me semblait qu'on était plus quand même sur des semaines, mais je ne sais pas. Ce fut une très bonne lecture pour moi, même si en fait je déplore le découpage qui me paraît pas très adéquate, parce que je m'attendais à ce que en fait dans ce tome 1 elle ait déjà pris une décision au moins à la moitié du récit, et qu'après on suive voilà, elle qui se déplace, elle qui peut-être qui arrive à l'université dans ces espèces de dômes, qui s'en sortent peut-être mieux dans cette situation post-apocalyptique que elle et sa communauté. Mais c'est vrai que c'est un récit extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Concrètement, c'est de la dystopie adulte, voilà, ça se démarque de toutes les dystopies que j'ai pu lire dans mon adolescence, et ça fait vraiment du bien. Voilà, ça permet un petit peu de se faire un nouvel avis, de se changer les idées sur ce genre que j'ai délaissé par manque de nouveautés. Et aussi on est face à des relations et à des réflexions de personnages adultes, de personnages construits, très réfléchis, et voilà. En très peu de pages, en fait, on a beaucoup d'informations et beaucoup de réflexions de la part des personnages. Ça, pour moi, c'est vraiment le point positif de ce récit, c'est d'avoir réussi à construire quelque chose d'aussi complet
d'aussi détaillé sans que ce soit long et en si peu de pages. Voilà. Moi j'ai vraiment eu cette impression que ça se passait très très vite. Donc du coup effectivement faudrait qu'on revérifie. Je pense qu'effectivement sur peut-être les 10 derniers pourcents de la lecture, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus... il y a une espèce de temps un peu plus mort où effectivement il s'est coulé peut-être une semaine. Mais c'est vrai que moi, les 90 premiers pourcents, j'ai vraiment vécu ça comme un matin, elle se lève, elle reçoit sa lettre et puis après, il y a 2 autres matins qui s'enchaînent et puis c'était plié, quoi. Moi, je l'ai vécu comme ça. Le côté post-apo est tellement bien amené, tellement bien décrit avec... ça c'est souvent le petit reproche que je fais aux post-apo, enfin aux dystopies young adult que j'ai pu lire, c'est qu'en fait les références au monde d'avant sont tellement floues que ça pourrait carrément être une fiction complète sans aucun lien avec notre monde à nous. Là c'est tellement ancré sur la Terre, c'est tellement ancré sur ce qu'on a vécu, il y a quand même des références au Covid. J'ai trouvé ça super bien fait et ça nous permet d'autant plus pas de nous projeter, enfin si, il y a une forme de projection aussi, on se dit voilà, c'est vraiment horrible, avec la description de ce monde qui a sombré au moment d'un événement climatique majeur, mais avec une annonce avec une dégradation des conditions climatiques. Tout ça c'est dit, c'est-à-dire que quand même ce monde en peut-être 120 pages, je sais pas combien il y a de pages, mais moins de 200 pages c'est sûr. En moins de 200 pages, il y a quand même énormément de liens avec le monde d'avant. Il y a quand même la création de toutes les explications sur le fonctionnement de cette communauté, plus ces histoires de qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'il existe en dehors de la communauté, et les petites histoires des introspections des personnages. Et je trouve ça, je sais même pas par quel miracle c'est aussi court et aussi brillant. D'ailleurs pour ce qui est du coup du lien avec notre monde du passé, etc., j'ai beaucoup aimé dans leur langage, ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a des liens, des références qu'ils utilisent et en fait ils ne comprennent pas eux-mêmes, qu'ils n'ont pas, mais ils savent pas d'où ça sort et ils l'utilisent quand même et des fois ils leur donnent pas d'une personne à l'autre, ça n'a pas le même sens du coup et parfois on a des références du coup cinématographiques que eux reconnaissent ne pas avoir, mais il y a quand même une petite trace qui est restée comme ça et qui s'efface au fur et à mesure. C'était chouette. Il y a quand même une évolution, on le sent aussi au niveau technologique, avec en même temps un retour en arrière. Franchement, il est bluffant ce bouquin parce que je sais pas comment on arrive à faire des retours en arrière avec des évolutions technologiques, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que c'est de là notamment que va venir, je l'espère, les explications dans le tome 2 sur cette grosse scission entre les communautés qui sont isolées et qui doivent se débrouiller en faisant tout à la main et presque en réinventant la roue, hein, globalement, VS des technologies du genre du papier luminescent à base de soie d'araignée, je sais pas trop quoi. Oui, et en fait, du coup, ce que j'ai oublié de préciser quand je vous parlais de scission un peu étrange entre les tomes, c'est que en fait, le tome 2, du coup, c'est ce que j'attendais dans la moitié du tome 1. On ne l'a pas encore lu, hein. Moi je l'ai commencé, j'en suis à 2%, je le lis en VO anglaise, la plume est très jolie en VO anglaise aussi, mais voilà, pour moi, ça aurait été logique de tout rassembler en un seul volume, en fait, je pense. Ouais. Éventuellement, le tome 3, peut-être un prélude, un prologue, parce qu'il me semble que c'est la suite de ce qui arrive au meilleur ami du personnage principal. Donc voilà, c'est un petit peu indépendant. Entièrement d'accord avec Mélo, c'est exactement la réflexion que je me suis faite en arrivant au bout. Je me suis dit, mais en fait, c'est une première partie de roman. Enfin, pour moi, ça faisait complètement sens de se dire que c'est un roman en 3 parties et que ça aurait été la première partie. Donc en fait, la mise en place et l'événement déclencheur étant le départ pour l'université. Enfin, pour moi, ça aurait vraiment été comme ça que je l'aurais construit. Du coup, ça m'a laissé un peu perplexe à la fin. Je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de savoir la suite, mais pourquoi avoir tout séparé voilà. Pas trop d'explications là-dessus. C'est peut-être le petit côté un peu dommage, quoi. Ça aurait valu le coup de tout mettre ensemble, je pense. Bon, après, il y a forcément un côté business derrière. Hein. Oui, et puis ça fait 2 jolies couvertures au lieu d'une, mais... Ah oui, par contre, effectivement, le travail éditorial... Alors, j'ai pas regardé les couvertures originales, mais alors, le travail éditorial de La Talente est absolument incroyable. Hein. C'est trop beau. Les oiseaux sont les mêmes, il me semble. Hein. C'est quasiment la même chose. Voilà, globalement c'est un très bon récit, mais je pense que pour me forger vraiment un avis complet sur l'univers et la profondeur, etc., il me faudra la lecture au minimum du tome 2.
Je dirais que les thèmes, enfin le thème principal, hein, bien sûr, c'est l'écologie. Hein, voilà, c'est assez clair. Des alertes répétées pour le climat. Hein, et enfin voilà, je pense que le message est très très bien passé. Ça a peut-être un petit côté. Enfin voilà, faut pas être trop éco-anxieux quand on se penche sur ce texte, même si c'est pas non plus. Je dirais que c'est une nouvelle, ces communautés-là, c'est un peu comme si c'était une renaissance de l'homme, au sens où, bah voilà, nous, ce qu'on était, nos références, nos cultures, nos maisons, la façon dont on vit à l'heure actuelle, ça a mené à une catastrophe monstrueuse qui fait que l'humain tel qu'on est maintenant n'existe plus vraiment, en fait. Oui, alors pour ce qui est de l'éco-anxiété, moi j'ai trouvé quand même nettement plus anxiogène que Histoire de moine et de robot de Becky Chambers, que j'avais lu il y a quelques mois et beaucoup aimé. Voilà, qui du coup, là on est plus vraiment face aux conséquences directes et à une survie qui est encore assez hypothétique quand même. Et un monde qui s'est pas totalement rétabli et on sait pas s'il se rétablira et on sait pas ce qui va arriver ensuite, quoi. Complètement d'accord avec Mélo, bien sûr que des moines, c'est quoi, c'est des moines et des robots, je crois que c'est ça le nom de la duologie là, est beaucoup plus positif parce que je pense que on n'est pas aussi sur le même type de futur, c'est-à-dire qu'on est, je pense, dans un futur bien plus éloigné. Là, on sent que le cataclysme a peut-être eu lieu. Je pense qu'on rencontre des personnages qui doivent avoir 75 ans et qui ont été au cinéma. Donc, c'est qu'on n'est pas si loin de cette catastrophe climatique, en fait. Hein. Donc, Mélo a raison. C'est plus anxiogène. Maintenant, moi, des moines et des robots, ça m'avait donné beaucoup d'anxiété, mais c'était pas du tout à cause du world building. C'était plus à cause des considérations sur le sens de la vie et tout le côté philosophique. Moi, ça m'avait foutu le bourdon, c'était terrible. Là, il y a vraiment cette ambiance qui est très très bien retranscrite. Dans le peu de, enfin, encore une fois, le peu de descriptions qu'il y a, mais elles sont toutes tellement parlantes sur les lieux, sur l'atmosphère, sur le climat, encore une fois, sur tout le mode survie. On le ressent extrêmement bien, c'est décrit. En peu de mots, mais c'est décrit, c'est là, et donc l'ambiance est forcément très présente. Ouais. Il y a pour moi juste un petit truc que j'ai du mal à me représenter, c'est dans quoi est-ce qu'ils vivent, parce qu'elle fait référence à des bureaux. Donc j'imagine qu'ils vivent dans des tours de bureaux, mais en même temps je suis pas trop sûre. Enfin voilà, j'ai eu un peu de mal à me représenter leur lieu de vie, même si pour moi le reste est assez clair et encore une fois très bien décrit, quoi. Il parle souvent d'escalier pour quand même aller chez eux. Il avait dit que c'était dans un ancien labo. Ah, c'est parce que c'est des labos. D'accord. Bah, reste que voilà, à part les escaliers, enfin, tu vois. Vous pouvez vous diriger les yeux fermés vers ce récit, je pense. Si vous avez lu la suite, bah, n'hésitez pas à essayer de nous en dire un petit peu plus, nous guider, sans nous dévoiler trop de choses. Et puis du coup, bah, on va passer à l'autre, l'évangile selon Myriam. Complètement différent. On est dans du post-apo, mais c'est vraiment, l'univers est très saupoudré, voilà, on n'a pas assez peu d'informations sur l'univers, sur qu'est-ce qui s'est passé exactement. On sait juste qu'il reste des humains, qu'ils ont perdu pas mal de savoir et voilà, une certaine Myriam va se servir de ses connaissances de la langue écrite, de la lecture, de l'écriture pour rassembler des morceaux et recréer une espèce de religion où elle va du coup mélanger la religion catholique avec des contes un peu à sa sauce, réinventés, réécrits, et puis voilà, on nous apprend qu'il y a aussi un petit recueil de citations, un recueil de paroles qui a été retrouvé, et voilà, c'est un petit mélange de tout. Ça ressemble à un recueil de nouvelles en fait, qui serait un recueil de réécriture de contes, plus quelques petites autres choses, mais il y a quand même un lien, un fil rouge assez ténu entre tous ces récits, qui crée un ensemble un petit peu plus cohérent. Tout est dit. Mélo a vraiment tout à fait bien décrit cet ouvrage qui est assez étonnant. Hein. C'est pas du tout ce que je m'attendais à lire quand je l'ai ouvert. Maintenant, l'évangile, c'est effectivement le bon terme puisque alors, juste peut-être un truc, pour moi c'est plus l'Ancien Testament, ça s'appuie beaucoup sur l'Ancien Testament, hein. C'est peut-être plus la religion juive qui est représentée. Je connais un peu parce que voilà, on est en France, on a cette culture catholique et donc
par défaut un peu hébraïque. Je connaissais quasiment toutes les histoires, le nom des personnages je les connaissais, vite fait ce qu'ils ont fait dans leur vie je connaissais, mais c'est vrai que je me suis sentie parfois un peu en manque de références pour apprécier complètement la réécriture. C'est-à-dire que quand c'était des histoires que je connaissais très bien, à savoir les contes, parce qu'il y a 3-4 contes qui sont repris et qu'est-ce que c'est drôle, et ben j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait je comprenais tout ce qui avait été changé, je le voyais tout de suite. Là quand on parlait des références à l'Ancien Testament, c'était peut-être un petit peu plus technique et ouais, là c'était peut-être plus compliqué, et je me dis pour des gens dont c'est pas la culture, je pense qu'on peut passer complètement à côté du texte. Oui, tout à fait. Et une autre critique qui peut être faite, c'est que le lien entre chacun, voilà, le fil rouge est un peu trop ténu peut-être. Moi, c'est ce qui m'a permis de vraiment pas le voir comme un recueil de nouvelles et d'enchaîner, de lier tout ça ensemble. Ça m'a aidé. Ça aurait été un recueil de nouvelles, ça m'aurait beaucoup moins plu. Du coup, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur la partie science-fiction et voilà. Il faut savoir en y allant en fait, tout simplement, pour pas s'attendre à autre chose et être déçu. Du coup, ça peut pas forcément plaire à des lecteurs qui s'attendaient à un gros récit de post-apocalyptique ou un gros récit de science-fiction. Ouais. Franchement, pour moi, ça tient lieu de prologue et d'épilogue, mais globalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Franchement, les parties sur la fameuse Myriam, moi, j'en avais rien à faire. Je me suis juste délectée de toutes les réécritures que j'ai trouvées super bien. Alors, c'est pas le rythme, mais c'est le montage, j'ai envie de dire. La façon dont sont intercalées les nouvelles sont parfois un peu... Enfin, c'est un peu spé parfois parce que je pense notamment aux histoires de l'Ancien Testament. Parfois, elles sont coupées en deux. Dans l'entre-deux, on met une nouvelle. Parfois, cette nouvelle est liée, enfin, cette réécriture de conte est liée avec une autre dans la conclusion, parce qu'en fait, à chaque fin de scénette, il y a un peu une espèce de petite morale un peu cynique qui est sortie. Le ton est extrêmement drôle d'ailleurs, il faut le dire, c'est super drôle. Enfin, c'est très sarcastique, je trouve. Donc, c'est de l'humour, je dirais, c'est presque de l'humour très français quand même. Et en fait, il y a un peu une forme de schéma de la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'à la fin d'une parabole, on va faire un lien avec deux autres réécritures qui ont été faites du genre si le petit poussé avait su ça, peut-être qu'il l'aurait pas fait comme ça. Enfin voilà, je schématise. Et globalement, j'ai trouvé ça... c'est vrai que c'est ça qui donne du lien et c'est ça qui fait que c'est drôle, mais il faut pas chercher plus. Enfin, disons que c'est ça qui fait qu'on lit la suite, parce que sinon on pourrait juste les lire indépendamment les unes des autres. C'est des, je sais pas, ça doit être 2 pages à chaque fois, hein. C'est vraiment tout petit. Mais du coup c'est très drôle, voilà, je trouvais ça très très drôle. D'ailleurs quand on dit drôle, c'est pas drôle en mode on va rire aux éclats, mais c'est vraiment on va avoir un gros sourire narquois ou un rire plus intérieur, je pense. Moi j'ai pas rigolé comme des fois quand je dis que d'autres récits sont drôles, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce sarcasme et aussi voilà ce malmenage de personnages de contes parfois. Cette haute vision aussi de l'aspect conte de fées, de l'aspect princesse, prince et princesse, etc. Je trouve qu'ils sont vraiment tournés au ridicule en fait. Chaque texte est vraiment tourné au ridicule et avec un gros engagement féministe là aussi, je trouve. Des prises de position de la fameuse Myriam, j'imagine. Les hommes en prennent quand même plein la tronche, voilà. Faut le dire, et ouais, les contes en règle générale sont tournés au ridicule, et puis les femmes sont entendues et elles sont enfin on les présente vraiment comme victimes du patriarcat, même sur des histoires d'un temps très reculé ou dans les contes quoi. Oui, et je voulais revenir sur ce que disait Mélie pour l'intercalage un petit peu parfois un petit peu sporadique et un petit peu étrange et pas très équilibré d'une nouvelle, d'une réécriture à une autre. J'ai mis ça sur le coup de bon bah si ce récit là s'arrête, on a l'impression abruptement et un peu trop tôt et qu'on n'a pas la suite, c'est peut-être parce qu'en fait ils ont juste perdu la trace de cette histoire et donc du coup bah voilà, il n'y a pas de suite, ça s'arrête là. Et si parfois on reprend plus tard, bon c'est vrai que ça j'ai eu un petit peu du mal à trouver une justification à pourquoi. Parfois, on arrête la partie qui est issue de la culture religieuse, on commence une réécriture de conte et après on reprend le truc religieux, puis après, plus tard, on reprend le truc de conte.
j'ai pas trop saisi. C'est vrai que ça peut surprendre un petit peu, mais globalement, ça m'a fait une très très bonne impression quand même. Mais en tout cas, il faut pas s'attendre quand on lit les 2 premiers chapitres à se dire que ça va continuer sur cette voie-là, parce que absolument pas. Et c'est finalement l'un dans l'autre pas plus mal. Enfin moi ça m'a pas manqué plus que ça, parce que une fois que j'ai compris que c'était vraiment juste là pour donner un fil rouge et un contexte, j'ai passé l'idée quoi. Je me suis dit bon bah voilà, il y aura pas plus. C'est presque dommage de ne pas avoir trouvé une autre façon d'introduire les choses, parce que du coup je pense que ça peut créer de l'attente chez certains lecteurs qui ne sera pas répondu quoi. Voilà, je pense qu'on a tout dit. 2 récits très différents, 2 récits que je conseille à égalité, je pense. Après voilà, il faut y aller en sachant à quoi on s'attend. Bon, j'ai quand même préféré la migration annuelle des nuages, hein, je le dis. Pour moi, il y a une nette préférence pour ce texte-là, parce que j'ai eu l'impression de retomber dans la vibe de post-apo de mon adolescence, mais en beaucoup mieux. Du coup, ça m'a fait plaisir en fait. C'était un petit peu un élan nostalgique, je dirais. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour sarcastique et ce qui se passe pour certains personnages. Voilà. Dans les récits de Myriam. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, si on vous a donné envie, plutôt pour lequel, les 2 ou pas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.